Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Amadou Seck. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général d'Eurogerm, vous êtes également président de l'UPIC, c'est l'Union des prestataires industriels et commerçants du Sénégal. Tout à fait. À ce titre, vous étiez à l'audience du secteur privé hier au Palais de la République. Oui, le secteur privé. Oui, lors d'une audience avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Avant de parler de l'audience, qu'avez-vous retenu d'abord des premières prises de parole du président de la République concernant le secteur privé? Merci Der, c'est toujours pour moi un plaisir de venir à votre plateau. Je tiens à l'entame de mes propos féliciter le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu brillamment à la tête du Sénégal. Et je lui souhaite plein succès et réussite pour le bien de tout le Sénégal et les Sénégalais. Alors, avant de le voir à l'audience, comme j'ai dit, ses premières prises de parole, ses premiers discours concernant le secteur privé, qu'est-ce que cela vous a inspiré avant l'audience? Alors, les premières prises de parole du président de la République s'articulent sur 4 points. Je crois qu'il a décliné sa feuille de route. Premièrement, c'est la réconciliation nationale. Deuxièmement, la réforme des institutions. Troisièmement, la réduction du coût de la vie. Et quatrièmement, le chômage et l'emploi des jeunes, qui est un problème crucial. Ces deux derniers points sont extrêmement importants. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le président de la République a fait appel au secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui crée des emplois, qui crée de la richesse et qui aujourd'hui peut soutenir l'État pour atténuer la souffrance des populations en réduisant le coût de la vie. Mais également, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi, qui aujourd'hui emploie beaucoup de jeunes pour parer au chômage et créer un peu un avenir meilleur pour cette jeunesse qui représente aujourd'hui 70% de la population. Vraisemblablement, comme vous le dites, l'audience a tourné autour de cela. Qu'est-ce qui s'est véritablement dit? Alors, ce qui s'est dit, à part ce qui intéresse le secteur privé, ce sont ces 2 points. Mais il y a d'autres points qui ont été évoqués, tels que la dette intérieure qui plombe les industries, le partenariat public-privé, et l'État a donné ses assurances pour mettre en avant le secteur privé sur tous les marchés d'État où le secteur privé peut intervenir. Je crois que c'est un signal très très fort et c'est la première fois qu'un président de la République, une fois élu, reçoit le secteur privé dans sa globalité pour essayer de les réconforter et aussi le mettre à l'œuvre pour soutenir l'État dans les grands projets. Vous avez parlé de préférence nationale? Mais tout à fait. Je crois que aujourd'hui le président a pris des mesures sur tout ce qui est marché d'État. Ils vont solliciter déjà les nationaux avant de s'ouvrir aux autres. On ne peut pas exécuter tous les marchés, mais je crois qu'aujourd'hui, en priorité, le privé national doit être consulté et voir si on peut réaliser certains projets. Alors parlons du coût de la vie, de la réduction des prix. Quelles sont les mesures à prendre selon vous par le gouvernement pour cette réduction des prix? Alors pour la réduction des prix, il y a des mesures urgentes à prendre, il y a des mesures à moyen terme et à long terme. Alors pour les mesures urgentes, oui. Alors les mesures urgentes, je pense, c'est contenu dans le projet que j'ai lu, qui est le document de l'État. Et les mesures urgentes, c'est continuer à soutenir les ménages. Comment? En pratiquant des subventions. C'est une pratique qui existe et qui est aujourd'hui appliquée sur les denrées de première nécessité. Mais c'est une mesure qui ne peut pas durer parce qu'elle coûte très cher à l'État. Donc dans un premier temps, c'est ce que je vois comme mesure urgente pour soutenir la consommation. L'État a renoncé au droit de douane sur le blé qui a été remis suite à la baisse des cours des matières premières. L'État a pris des mesures pour supprimer la TVA sur certains produits de première nécessité pour soutenir également les ménages. Mais pour moi, il y a les deux mesures à moyen et à long terme sont les plus importantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal importe au niveau céréalier, nous continuons toujours à importer du riz pour presque 207 milliards et nous importons également du blé. Le Sénégal importe 800 à 900 000 tonnes de blé, ce qui constitue à peu près 120 à 130 milliards. Il faut savoir que le monde est régi
aujourd'hui par les céréales. Ouais. Vous avez vu la guerre en Ukraine, avec où certains pays ont frôlé la catastrophe humanitaire, alimentaire. Donc, pour les mesures à moyen terme, je crois que le Sénégal a initié la culture du riz. Dans le nord, des aménagements ont été faits et nous cultivons du riz. Nous sommes loin de l'autosuffisance en riz. Aujourd'hui, la production atteint à peu près 30 à 40% de la consommation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut revoir ce secteur, auditer et actionner avec le secteur privé le foncier. Un foncier disponible, on l'a toujours revendiqué, et aménagé, qui permet de cultiver beaucoup d'hectares et d'augmenter la production. Ça, c'est pour le riz. Deuxième élément, comme j'ai dit, sur les céréales, c'est le blé. Le blé, il régit le monde. C'est ce qu'on appelle l'or jaune. Et malheureusement, nous ne cultivons pas du blé. Il y a des essais qui ont été faits au Sénégal et dans d'autres pays africains, mais nous sommes très loin. Moi, je vais vous donner aujourd'hui la solution. Les variétés de blé qui sont cultivées en Europe ne peuvent pas prospérer au Sénégal. C'est un problème. Donc, il faut qu'on aille dans ce qu'on appelle la R&D, la recherche et développement. Il faut travailler avec des instituts comme l'ISRA et développer des variétés qui peuvent être adaptées à nos pays, nos sols, le climat, etc. Et ça, je crois que nous sommes parfaitement capables. Avec la crise en Ukraine, le Nigeria a initié la culture du blé. Ils ont déjà atteint une certaine quantité et ils projettent dans 15 ans d'atteindre l'autosuffisance en blé. Donc pour le blé, il faut faire ce qu'on appelle de l'identification variétale. Trouver des variétés qui marchent. Je vous donne le cas de l'Argentine qui produit et exporte beaucoup de blé. Le Sénégal importe du blé argentin. Et il y a une spécificité qui est cultivée en Argentine qui s'appelle le blé HB4. C'est une variété de blé OGM. C'est un blé OGM, génétiquement modifié. Et qui marche. C'était d'ailleurs ma préoccupation quand vous parliez de recherche et autres là. Immédiatement, je me suis dit, on va vers les OGM. Tout à fait. Avec tous les problèmes aussi évoqués, que cela a suscité. Tout à fait. Beaucoup de controverses. Bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, comme l'Argentine, ils ont forcé pour cultiver ce blé OGM qui résiste à la chaleur, qui résiste à la sécheresse, qui est adapté à leur environnement. À notre environnement. Donc, je crois qu'il faut une véritable politique d'État. Au lieu que les populations souffrent, il faut développer ces types de cultures qui permettent aujourd'hui d'amorcer de la culture du blé et de réduire valablement la balance commerciale du Sénégal qui est largement déficitaire. On a beaucoup parlé des mesures côté État, mais vous, côté secteur privé également, comment est-ce que vous pourriez accompagner ou collaborer en tout cas avec le gouvernement pour moins d'inflation et surtout renforcer le pouvoir d'achat du Sénégalais? Oui, le secteur privé... des efforts à faire de votre côté. Ici, le secteur privé a toujours fait des efforts sur la réduction des prix. C'est vrai que ça se fait avec l'État, mais aujourd'hui, quand on prend les denrées de première nécessité, telles que la farine, telles que le riz, telles que l'huile, etc., le secteur privé a joué sa participation. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons réduit nos marges pour permettre à l'État aussi de pouvoir soutenir la consommation. Et je crois que le message fort d'hier à galvaniser le secteur privé pour pouvoir faire encore plus d'efforts et accompagner l'État pour atteindre ces objectifs qui sont des objectifs pour les populations sénégalaises. Et relever également le défi de l'autosuffisance alimentaire dans des produits indispensables aux ménages. Tout à fait. Également. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit, il nous faut cultiver. Déjà, la culture, le développement de la culture va permettre de résorber beaucoup d'emplois et certaines initiatives du secteur privé permettront, avec l'accompagnement de l'État, de pouvoir atteindre cette autosuffisance alimentaire. Avec donc la prise en charge de cette question de la chaîne de valeur agricole, notamment la transformation et le conditionnement pour les consommations des ménages, comme je dis, toujours par rapport à la réduction des coûts et puis à l'autosuffisance. Tout à fait. Il faut
absolument privilégier la chaîne de valeur. Oui. Elle est importante. Exactement. Je prends le cas de la tomate qui est cultivée dans le nord. Oui. À un moment, le Sénégal cultivait beaucoup de tomates. Mais malheureusement, la filière n'a pas été soutenue et les importations de tripes concentrées ont repris. Je crois qu'il faut une vraie volonté et que l'État soutienne le secteur privé pour qu'on puisse cultiver cette tomate-là et pouvoir satisfaire. Un autre problème qui concerne et la tomate et l'oignon, c'est la conservation. Je crois que l'erreur du gouvernement précédent, c'est de donner tout à l'État pour trouver des solutions à la conservation. Il faut qu'on crée des champions. Pour la conservation, il faut que l'État travaille avec le secteur privé afin que des industriels, des privés sénégalais puissent investir sur des chambres froides, etc. pour pouvoir la déperdition. L'oignon, nous perdons 25% de la production. C'est énorme. Je crois qu'aujourd'hui, en mettant en œuvre des politiques impliquant le secteur privé, nous pourrons valablement atteindre l'autosuffisance alimentaire sur certains produits. On compte beaucoup sur vous, sur le chapitre que je vais ouvrir avec la création d'emplois. Amadou Seck. Oui. Alors, quelles sont les initiatives à prendre pour la création d'emplois? Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous, avant tout, nous sommes des créateurs d'emplois. Parce que nos entreprises, nous recrutons énormément de jeunes. Par contre, pour la création d'emplois, il faut, moi, quand je regarde le spectre aujourd'hui de cette jeunesse-là, il faut le dire, beaucoup n'ont pas des niveaux universitaires ou académiques élevés. Il nous faut développer la formation professionnelle. Mais justement, donnez-nous des exemples concrets puisque vous êtes dans la formation. Tout à fait, d'accord. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai créé une école de boulangerie, pâtisserie qui s'appelle l'ISBP. Je l'ai créée il y a 5 ans parce que j'ai vu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, c'est un secteur qui recrute énormément de jeunes. 70 000 à 80 000 jeunes d'emploi direct. Donc, et j'ai constaté que la majorité des jeunes ne sont pas formés. Alors qu'on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de Polytechnique pour travailler dans ce secteur-là. Alors, j'ai créé cette école il y a 4-5 ans pour former des jeunes, des niveaux CS en 6 mois et CAP en 2-3 ans. Et je vous dis qu'aujourd'hui, que nous avons formé plus de 2000 jeunes. Donc, pour vous dire que dans le secteur de la formation professionnelle, ce sont des niches. Et quand je vois, je vous l'ai dit, les jeunes aujourd'hui n'ont pas de niveau scolaire élevé. Il faut qu'on développe ces centres de formation-là. L'État devrait faire, mais nous, chacun dans son secteur, doit travailler pour former des jeunes. Il y a des centres, il y a des centres de métiers pour des métiers portuaires. Moi, j'ai été président du centre sectoriel des métiers de l'agroalimentaire et on a fait un excellent travail. Nous travaillons avec le 3FPT qui est le fonds de financement de la formation professionnelle et on a formé beaucoup de jeunes en adéquation avec les besoins de nos industries. Je crois que ça c'est extrêmement important et c'est un centre, ce sont des centres comme ça qu'il faut multiplier. Et je crois que nous ne pouvons résorber ce chômage, l'emploi des jeunes. Également, c'est en dehors de la culture, il faut quand même ces centres de formation. Depuis 5 ans, vous y êtes. Hein? Mais plus globalement, comment l'État peut vous accompagner à créer encore plus d'emplois pour les jeunes dans ce genre? Quels sont les mécanismes à mettre en place? Les mécanismes, c'est trouver chaque élément du secteur privé dans son secteur donné et lui donner le lead. Pour la formation, comme j'ai fait. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai formé à peu près 2000 jeunes, alors que la demande, elle dépasse 10 000 jeunes durant cette période. Tout simplement parce que nous n'avons pas les infrastructures adéquates pour recevoir tous ces jeunes. L'État doit créer des champions dans des secteurs, trouver des gens dans leur secteur et leur donner plus de puissance pour s'élever. C'est ce qu'a fait... je crois, Olusegun Obasanjo au Nigeria, avec Dangote et d'autres dans le secteur de la téléphonie. Et je crois que le discours prôné par les nouvelles autorités peut aboutir à des situations pareilles. Alors, il y a eu beaucoup de réactions à l'audience avec le président de la République, Amadou Seck, l'audience entre le secteur privé et l'État, on va l'appeler ainsi. Et parmi les réactions diverses, mais j'ai noté une forte demande de renouvellement du personnel
du patronat. Mais est-ce que cela se décrète? C'est un secteur où on peut décréter le renouvellement ou alors là également c'est un besoin d'alternance générationnelle comme on en a connu en politique? Non, mais c'est une bonne question. Je crois que c'est un besoin d'alternance générationnelle. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que quand on regarde au niveau des syndicats, comme au niveau du patronat, il faut donner du sang neuf. Ouais. Je crois que le besoin se fait sentir parce que nous avons aujourd'hui les dirigeants syndicaux comme patronaux ont duré. Et on a l'habitude au Sénégal d'avoir des présidents qui font 20 ans, 25 ans dans le poste. Mais c'est de l'usure. Je crois qu'aujourd'hui, moi je suis d'accord, hein, l'opinion, effectivement vous avez lu la presse, les gens ont insisté là-dessus. Il faut de nouvelles têtes, il faut de nouvelles personnes avec d'autres idées. Et je crois que beaucoup d'entités patronales vont aller aux AG et je crois que c'est un message qui a été perçu et il faut y aller. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été président du centre sectoriel des métiers de l'agroalimentaire. J'ai fait 2 mandats et j'ai cédé la place. Ouais. Et quand je venais, c'était extrêmement compliqué. Il y avait des grèves. On a réussi à tout assainir. Et par le besoin de la formation et les niches de formation et d'accompagnement de l'État, en quittant le centre, je félicite mon directeur Moustapha Loum qui est là-bas. On est arrivé à laisser dans les caisses, moi, en partant, à plus de 200 millions. Je crois que c'est extrêmement important et durant mes 2 mandats, je n'ai pas autorisé l'octroi de per diem aux administrateurs. J'ai dit à tout le monde, il faut se serrer la ceinture pour y arriver et je crois que c'est mon dernier conseil où on a octroyé, où j'ai demandé du moment qu'on a de l'argent dans les caisses, de donner des per diem aux administrateurs. Alors vous étiez candidat à la candidature, en tout cas à la dernière présidentielle. Bon, finalement, vous n'avez pas franchi le cap du parrainage. Hein. Mais quel regard, quelle analyse est-ce que vous portez sur les résultats de cette présidentielle finalement? Oui, moi je pense que l'État a pris la pleine mesure de ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles et je crois que ça a été très mal organisé parce que rien que le parrainage, nous avons vu... le processus, vous parliez du processus. Pas le processus électoral, mais uniquement au niveau du parrainage, le premier filtre. On a vu des gens qui n'avaient même pas la caution, des gens qui n'étaient pas solvables, etc., qui ont pu accéder et déposer. Ça pollue. Ça pollue. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir tout ce système de parrainage et éviter la multitude de candidatures et vraiment prôner des candidats qui ont un vrai projet pour leur pays. Et vous avez déjà réfléchi dessus, comment faire pour éviter cela? Bon, moi je n'ai pas réfléchi, mais je prends, j'ai pris conscience et j'ai pris note des erreurs qui ont eu et je crois que le moment venu, on va en discuter. Ce n'est pas ma priorité, plus ou moins la politique, je suis un agent économique en priorité. Alors pourquoi vous vouliez être candidat? Mais parce que j'ai un projet pour mon pays. Aujourd'hui, je pense que je peux apporter quelque chose à mon pays. C'est la raison pour laquelle j'étais candidat. Amadou Seck, merci. Sous la pression de Pierre Da Silva, nous rendons donc l'antenne à la régie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Amadou Seck.